finalement, que ce soit l'astrologie, l'alchimie, la numérologie, les runes, ce ne sont que des outils. Le tarot aussi n'est qu'un outil. Et ce qui est important, c'est pas l'outil, c'est le message. Bonjour, bienvenue. Voici donc une belle rencontre que je vous propose aujourd'hui au travers d'un support que vous connaissez évidemment de nom, que vous pratiquez peut-être et que vous allez aussi découvrir sous d'autres aspects. En tout cas, je vous le souhaite avec mon invité aujourd'hui. C'est Nathalie Mendes qui est installée dans les canapés. Bonjour Nathalie. Bonjour Marc. Merci, chère consoeur. Oui, entre autres. Entre autres, évidemment, parce que alors je fais pas les cartes, je tire pas les tarots. En revanche, vous faites. Ça aurait pu. C'est vrai. Ouais. Bon. En revanche, vous faites aussi des interviews, vous avez une chaîne YouTube. Tout à fait, oui. Et ce fameux support dont on parle, c'est les tarots. Exact. Les tarots, on dit le tarot de Marseille et les tarots en général. Et tout à fait, vous avez tout compris. Il y a plusieurs tarots pour le coup. Il y a plusieurs tarots, mais pour moi, le tarot historique, en fait, c'est vraiment le tarot de Marseille, dit de Marseille. Ouais. Après, on peut avoir différentes appellations, tarot des chats, tarot des fées, tarot de Betty Boop, Star Wars, enfin j'en passe, il y en a des centaines et des centaines de milliers. Ouais. Mais pour moi, ils n'ont pas cette notion symbolique qui est importante pour apprendre vraiment la signification des arcanes du tarot. Bon, on va voir ça dans le détail dans un instant, mais moi je me suis dit, quand on a décidé de faire cette émission sur les tarots de Marseille, je pensais qu'on avait tout entendu sur le tarot de Marseille. On en a tellement parlé, il y a tellement de lectures, il y a tellement d'explications, il y a tellement de spécialistes à droite à gauche que je me suis dit, est-ce qu'il y a encore des choses à révéler? Or oui, et vous parlez de ces mystères et de ces clés du tarot de Marseille. Il y a toujours des choses à dire. C'est le tarot, comme l'astrologie ou la numérologie, je pense qu'une vie ne suffit pas à l'étudier et à comprendre les choses. Moi, en plus, j'ai une approche très ésotérique du tarot. Ça veut dire que quand on va apprendre la signification de chaque carte, qu'on appelle aussi des lames ou un arcane, il y a des symboles, il y a des couleurs, il y a des éléments qu'il faut apprendre à détecter si on veut pouvoir comprendre de manière plus précise la symbolique et la signification des cartes. Et quand on apprend de manière traditionnelle le tarot de Marseille, généralement, on passe par une liste de mots-clés qui va dire telle carte, dire tac, 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 telle information. Mais on s'arrête à peu près là. Pour moi, c'est le dessus de l'iceberg. Souvent, je dis aussi, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Alors que moi, je vais rentrer en profondeur dans la compréhension et l'apprentissage des lames, c'est-à-dire, je vais aller plonger à l'intérieur même du message qui est caché à l'intérieur de ces 22 arcanes majeurs. Parce que ces arcanes, avec ces symboles qu'il y a sur ces cartes, je veux dire, le symbole n'évolue pas par définition. Non. Il est toujours le même. Toujours. Ouais. Toujours la même signification. On va toujours. Alors il y a des symboles alchimiques, des symboles de la franc-maçonnerie, il y a des symboles qui sont vraiment universels aussi, qu'on va retrouver dans ce jeu-là, des symboles hermétiques, des symboles liés à l'occultisme aussi. Et en fait, il faut juste être curieux, s'intéresser, à se dire, tiens, c'est un petit peu comme quand on va dans un musée, qu'on regarde pour la première fois une peinture, on a ce premier ressenti de j'aime pas, c'est beau, c'est moins beau, etc. Ça me parle, ça me parle pas, etc. Exactement. Et puis, il y a aussi un aspect, pourquoi est-ce qu'ici, ils ont mis un chien à côté de la dame qui a l'air complètement bizarre, un peu disproportionné peut-être par rapport à la femme sur la peinture, etc. C'est commencer à se poser des questions. L'éveil, en fait, ça commence par là. C'est un questionnement de pourquoi il y a ceci, pourquoi, comme les enfants, en fait, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et c'est ce questionnement qui va nous amener à la rencontre et la découverte des symboles. Ça transforme la vie de tout le monde, vraiment. Il n'y a aucune baguette magique qui existe. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je suis une emmerdeuse. Il t'arrive un truc, tu le vis comme un choc émotionnel énorme. Waouh! Pour moi, Coluche est un être profondément spirituel. C'est presque insupportable d'entendre ça. Qu'on a notre vie ici, mais en fait qu'on avait eu des vies antérieures. Restez pas seul avec ça, vous n'êtes pas seul en fait. Ça devient un don à partir du moment où on se donne à la pratique. On n'est plus conscient de ce qu'on dit, on n'est plus conscient de ce qu'on fait. L'un des signes précurseurs de ce déclin cognitif, c'est la perte du goût et de l'odorat. Ça, c'est extraordinairement intéressant. La séduction, c'est avancer masqué. C'est une blague ou pas là? En tant que femme, on ne sait pas comment on fonctionne, qui on est vraiment. Je trouve qu'être un homme en 2024, c'est pas simple. On passe en gros la moitié du temps, notre vie consciente, perdue. Il faut de l'intelligence et du cœur. Il faut les deux. Mais il faut admettre qu'il y a un paquet de cons quand même. Je dois tester ce truc.
Alors ces symboles, et c'est là aussi où ça s'apprend, Oui. c'est que pour le coup, comme ces symboles sur la carte, sur les lames, hein, c'est ça Oui, que vous appelez ça, les âmes ou ne les changent arcanes. pas, Mm. ce sont toujours les mêmes Complètement. la plupart du temps, en tout cas pour le tarot de Marseille, Mm. c'est l'interprétation qu'on va en faire, Qui peut évoluer. qui peut changer, qui peut évoluer, Oui, en voilà. fonction de notre intuition, de nos Tout à fait. ressentis, de nos perceptions. Après, un chat est un chat. Donc un symbole, il va toujours avoir sa définition première. Mm. Mais c'est vrai qu'on peut après décliner un petit peu cette compréhension du symbole par ses affinités, par rapport à son compréhension. Si on prend par exemple l'idée de la numérologie, on sait que, là j'ai la carte de l'empereur, on sait que le 4, c'est quelqu'un qui est structuré, carré, posé, qui est stable. C'est cette notion-là qui est remontée par ce chiffre 4. On peut, en fonction de sa sensibilité, aller imaginer que ce qualificatif va avoir d'autres significations, mais dans les grosses mailles, ça représentera toujours la même chose. Et cette représentation que je viens d'énoncer par rapport au chiffre 4, ce sont les mêmes qualificatifs qui vont définir la définition de l'arcane de l'empereur. D'où le fait qu'on peut associer différentes sciences, arts, avec les arcanes du tarot. Ouais, parce que, alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous, dans votre approche, et on va voir au travers de votre livre que je vais présenter dans un instant, ce qui est intéressant, c'est de se dire que vous parlez d'art, hein, oui, proprement dit. Complètement. Ouais. On parle déjà des arts divinatoires, de manière générale. Pour moi, le tarot, c'est vraiment un art dans le sens où c'est un livre d'images, c'est le livre de la vie, en fait, qui contient un message qui, pour moi, vient de l'Égypte antique. Un message qui a été transmis de génération en génération pour arriver finalement au milieu du Moyen-Âge dans les lames du tarot. Et ce message, c'est celui qui était enseigné par la déesse Isis, justement, dans l'Égypte antique, dans ces fameuses écoles des mystères où on avait les initiés qui venaient pour apprendre l'astronomie, l'astrologie et toute une sorte de philosophie aussi. Elles ont débuté un petit peu dans l'Égypte antique, mais ces écoles des mystères ont évolué. On en a retrouvé en Grèce, elles ont remonté en Europe, il y en a eu aussi au Japon. Enfin, ça a vraiment été un courant de pensée pour initier ceux qui étaient curieux et qui voulaient justement en apprendre plus sur l'hermétisme et ces sciences de philosophie. Nathalie Mendes, donc, avec ce beau bébé, parce qu'il est, il pèse. Il fait son poids. Il y a un vrai travail de recherche, évidemment. Découvrez les mystères et les clés du tarot. C'est un manuel pratique. Je salue les éditions Très Daniel dans la collection Exergue, qui publie, bien sûr, cet ouvrage, au passage, et qui, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'on connaisse ou pas le tarot, on peut apprendre avec cet ouvrage. Tout à fait. On peut commencer dans son apprentissage et dans sa manière d'appréhender ce support. Oui, tout à fait, Marc. Il a vraiment une double vocation, ce livre-là. En fait, je pense que c'est un livre qui est essentiellement destiné aux passionnés, qu'ils soient débutants, voilà, qu'ils soient confirmés. C'est la passion, vraiment, l'envie de découvrir le tarot qui va définir son degré d'apprentissage. Parce qu'on peut aussi bien découvrir le tarot avec ce livre-là, mais on peut aussi aller beaucoup plus loin dans la compréhension avec justement cette symbolique des cartes et tous les messages que le tarot véhicule, les messages ésotériques. Je voudrais qu'on parle, avant de rentrer dans le détail, bien sûr, de votre expertise et de votre art, qu'on parle de vous un peu. Parce que ça, c'est important. Vous êtes une sorcière ? Dans l'âme. Une vieille âme de sorcière, oui. Il paraît. Il paraît, c'est un petit peu dû aussi, je pense, à mon enfance, là où je suis venue. Je suis originaire d'Alsace. Dans la région, en fait, il y avait beaucoup de belles forêts vosgiennes où on allait rencontrer ces fameuses contes et légendes autour du petit peuple. Et donc, tout de suite, j'étais connectée à ce monde imaginaire et à vouloir comprendre les gnomes, les elfes, les ondines, etc. Vraiment une connexion très forte dans cette... en plus, à côté du Rhin, il y avait les légendes allemandes de l'anneau de Nibelungen, il y avait les légendes de la forêt noire qui est juste à côté, qui ont vraiment des racines presque nordiques. Et donc, j'étais vraiment baignée dans cet univers-là, et donc forcément assez proche de la nature, et dans un monde... bercé de contes et légendes, en fait. Et j'ai grandi dans ce berceau-là. Et vous habitez aujourd'hui dans la région d'Alsace ? Les Landes. Dans les Landes, oui, absolument. Oui, vous êtes originaire d'Alsace, exactement. C'est ça. Ouais, où il y a effectivement tout ce côté un peu mystique, c'est le berceau de l'ésotérisme et de la sorcellerie. Oui, aussi, tout à fait. Aussi.
On a retrouvé, enfin, comme un peu partout, mais l'Alsace est vraiment connue, oui, pour ces grandes sorcières qui étaient présentes là-bas. Il y a eu des grands procès aussi au temps de la chasse aux sorcières, comme on dit. Donc il y a eu pas mal de vestiges, notamment il y a une magnifique fête de la sorcière. Bon, je pense que les Alsaciens connaissent, mais ça se passe dans la ville de Rouffach. C'est tous les ans, enfin autour du 14 juillet. Je crois que c'est le premier dimanche avant ou après le 14 juillet, je sais plus. Il y a une fête qui prend tout le village, qui est un village médiéval. Donc déjà, on a cette ambiance un peu historique. Et la mairie organise donc ce grand événement et les gens sont costumés comme à l'époque. Il y a des spectacles de chevaliers. Voilà, on est vraiment dans des médiévales, quoi, avec juste le concept de sorcellerie qui est très très présent encore à cette époque-là. On replonge dans un univers assez magique. Qu'est-ce qu'il reste de l'ingénieur que vous êtes? Beaucoup de choses, puisque je le suis toujours. Vous êtes toujours? Je le suis toujours, ingénieur. Ça, c'est le côté cartésien, en fait, où je suis rentrée dans la vie active par une porte où, encore une fois, j'avais besoin de comprendre les choses. Comment ça fonctionne, comment le monde évolue par rapport à la technologie et tout ça. Et je suis rentrée, donc, pendant plus de 20 ans dans ce rôle d'ingénieur informaticien, dans le management aussi d'équipe, parce que j'avais ce côté relationnel qui me tenait à cœur. Et je le suis toujours aujourd'hui, mais ça m'a pas empêché de développer cette sensibilité en parallèle à côté, notamment cette part d'intuition qui a toujours fait partie de moi et que le tarot m'a aussi toujours accompagnée finalement. Elle est toujours quelque part dans un coin, soit dans mon sac, soit dans une poche. Ça, c'est important parce que est-ce que on doit surtout éviter de calquer sa vie en fonction du jeu ou en fonction des cartes? C'est le danger, ça aussi. Oui, parce qu'on a souvent tendance peut-être à prendre. Parce que vous avez le réflexe d'un seul coup, parce que vous dites j'ai toujours un jeu sur moi. Ça veut dire dès que vous avez une question, dès qu'il y a quelque chose qui vous taraude, si je puis dire, hop. Ah, c'est bien dit ça. Ah, bien joué, bien fait. Belle tournure, bravo. Vous prenez le jeu? Non, pas forcément. En fait, je l'ai avec moi parce que je l'aime bien l'avoir avec moi. C'est comme avoir un ami toujours sous le coude. Mais je le consulte pas forcément toujours pour moi. C'est souvent parce que les gens me connaissent, ils savent que je suis amoureuse et passionnée du tarot. Et ils ont toujours tendance à me dire, tu veux pas me faire un petit tirage vite fait, tu veux pas me donner une carte, etc. Donc c'est vrai que j'ai ce côté un peu pratique et dans le rôle de conseillère aussi avec le tarot. C'est pour ça que j'en ai toujours un sous le coude. Mais votre éventail, votre palette d'action est quand même beaucoup plus large. Vous parliez tout à l'heure de numérologie, en parallèle évidemment au tarot. L'astrologie en fait partie aussi. Les runes aussi, vous utilisez ça. Je suis fasciné par ça. Par les runes. La mythologie nordique. La lecture des runes, c'est quand même quelque chose de particulier. Oui, ben il y a vraiment un lien en fait. Ce que je disais dans ma particularité, justement, quand on parle de tarot ésotérique, ce qui est mon cas, j'enseigne le tarot ésotérique, c'est justement de pouvoir faire le lien entre chaque carte des 22 arcanes majeurs et un courant ésotérique. Et ces courants, ils sont nombreux. Ça va être l'alchimie, ça va être la kabbale, ça va être les lettres hébraïques, ça va être la mythologie nordique, les runes, l'alchimie, la numérologie, l'astrologie. Et en fait, c'est évident quand on comprend pourquoi on fait ça, parce que finalement, toutes ces sciences et ces arts que je viens de citer, le tarot y compris, ne sont que des outils. Et en fait, depuis l'école des mystères et cette transmission des enseignements d'Isis, il y a un message qui circule. Ce message, c'est quelque chose qui va répondre à ces grandes questions philosophiques de qui suis-je, pourquoi je suis là, et un message qui va nous parler donc de notre âme, nous en tant qu'être humain, à travers notre âme, de notre incarnation, de comment on évolue, pourquoi on est là et où on va, quel est notre objectif de vie, quel est le but à atteindre notre vie. Et à travers ces questions qu'on va se poser, cet enseignement qui est là, on va parcourir les cartes pour essayer de comprendre et ce livre d'images. Moi, je compare souvent quand j'explique les jeux, quand je fais des salons, des choses comme ça, comme si finalement les 22 majeurs étaient une série télé et que chaque carte est un feuilleton dans lequel un héros va rentrer dans le feuilleton, rencontrer un protagoniste, il va avoir une aventure et à la fin du feuilleton, il y a une sorte de leçon de vie à apprendre et qu'il va justement prendre pour lui comme un enseignement. Quand il a fini, il passe à l'épisode 2, etc., épisode 3, et à la fin de la série, le personnage qu'on a rencontré, qu'on a connu au premier épisode, n'est pas le même qu'au dernier épisode parce qu'il a grandi, il a évolué.
dans cette quête justement de lui-même à travers les enseignements des 22 majeurs. Et toutes ces sciences et ces arts, finalement, transmettent le même message depuis ces écoles des mystères, parce que finalement, que ce soit l'astrologie, l'alchimie, la numérologie, les runes, ce ne sont que des outils. Le tarot aussi n'est qu'un outil. Et ce qui est important, c'est pas l'outil, c'est le message. D'ailleurs, quand on fait un thème astral, je prends cet exemple parce que on connaît l'astrologie un peu mieux que les autres sciences. Dans un thème astral, on va parler de nous, de notre âme donc, à travers les 12 maisons du zodiaque, et on va dire, dans le domaine professionnel, tu es comme ça, tu vas aller plutôt vers cette tendance de vie, pareil pour la vie sentimentale, les amis, etc. On a 12 maisons à parcourir. Donc on parle de nous en tant qu'être humain, en tant qu'âme, et de notre évolution dans la vie. La numérologie, c'est pareil. Le tarot, c'est pareil. Avec les runes, c'est pareil. Et donc, du coup, on est vraiment dans une optique qu'il faut comprendre que tout ça, ce ne sont que des outils qui viennent véhiculer depuis la nuit des temps le même message. Et pourquoi on a autant d'outils? Pour que simplement, vous, Marc, vous trouviez les runes, ça vous fascine, vous allez aller dans les runes. Moi, c'est le tarot, je vais traiter les tarots. Mais le but, c'est que tous les deux, même si on travaille sur des supports avec des supports différents, on traite le même message. Parce que c'est pas l'outil qui est important, c'est le message qu'Isis nous enseigne. J'aurais dit, c'est pas l'outil qui est important, c'est l'interprétation qu'on en fait de l'outil. En tout cas, c'est l'interprétation que nous dévoile l'outil. Exactement. Mais c'est bien pour ça que il y a, je pense, autant de tarologues que de tarots. C'est ça. Et c'est ça qui est... Alors, est-ce que c'est bien d'ailleurs qu'il y ait autant de tarologues qu'il y ait de tarots? Bien sûr. Mais ça veut dire que... Et pourtant, le message qui est censé être délivré devrait être le même. Si moi, je vais consulter 5 tarologues, je devrais avoir le même message, et ils ont pourtant chacun leur interprétation. Alors, il faut faire attention, il y a c'est bien, merci d'ailleurs de cette question, Marc, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans ce que vous venez de dire. C'est que vous me parlez d'une interprétation dans le cadre d'une consultation. Dans une consultation, c'est-à-dire le tarologue va tirer les cartes, va sortir les jeux de cartes pour répondre à des questions de son consultant. Là, on est plus soit dans une guidance ou presque dans une session de voyance. Ce qui, pour moi, est vraiment un 5e ou un 10e de ce que le tarot peut faire. C'est vraiment un couteau suisse. D'ailleurs, on parle de cartes ou de lames. C'est pour ça que dans un couteau suisse, on a plusieurs lames. Et le tarot, il peut faire plusieurs choses. Le message dont je parle, ce fameux message d'Isis, on va pas le retranscrire à travers l'interprétation dans une consultation de voyance ou de guidance. Le message d'Isis dont moi je parle et que j'essaye de transmettre, c'est vraiment dans un travail de développement personnel, de développement spirituel et de reconnexion à soi. C'est un travail comme un outil qu'on peut utiliser comme un outil, je dirais plus de guidance ou de coaching, pas du tout de prédiction en fait en termes de voilà. Ouais. Sauf que comme vous le maîtrisez parfaitement bien, la prédiction vous l'avez sous les yeux. Oui, bien sûr, mais je le partage pas parce que c'est pas forcément l'objectif. En fait, le tarot c'est multifonction en fait, et on va aller transmettre les messages qu'il faut en fonction de la situation, du dialogue, du besoin du consultant, etc. Souvent, moi, j'avais au début de ma carrière de tarologue professionnel des personnes qui venaient me voir pour des sessions de voyance. Et en fait, j'ai commencé par ça, mais j'ai très vite arrêté parce que pour moi, c'était comme coller un patch sur un problème. Mais en fait, si quelqu'un vient parce qu'il avait des peurs ou des doutes particuliers sur quelque chose, j'allais le rassurer avec ce que j'allais dire en voyance, avec le tarot. Mais peut-être que 6 mois après ou 3 mois après, la personne revenait parce que la problématique revenait et il avait toujours pas de solution à mettre en place. Donc c'est plus le côté développement personnel qui vous intéresse. Aujourd'hui, oui. Ouais. Je suis vraiment là dans cette optique-là pour aider les gens justement à chercher la cause plus que patcher et résoudre sur le moment l'immédiat. Il y a vraiment un proverbe que moi j'aime beaucoup, je cite souvent, qui est un proverbe africain qui dit que il est peut-être plus intéressant pour moi plutôt que de vous donner un poisson pour vous nourrir, de vous apprendre à pêcher pour que vous puissiez bien vous nourrir tout seul par la suite. Et mon objectif avec le tarot, c'est ça, de vous enseigner le message initiatique qu'on va retrouver dans cette quête initiatique qu'on voit à travers ce livre d'images qui est un livre de la vie finalement, pour pouvoir justement apprendre à vous débrouiller seul avec le tarot
pour répondre à des problématiques, à des questions existentielles qui permettent justement à notre âme d'évoluer dans cette incarnation finalement, dans cette vie-là que l'on a aujourd'hui. Quand vous parliez de la numérologie, de l'astrologie, des runes, évidemment, vous parlez aussi, il y a l'arbre de Séphiroth. Tout à fait, l'arbre des Séphiroth, qui est un outil de la Kabbale, dans lequel, en fait, on va retrouver cette notion d'évolution. C'est un arbre qui est composé, alors si je simplifie, de 10 sphères, donc on appelle chaque sphère une séphira, qui est reliée, chacune de ces sphères-là, par des sentiers. Et ça dessine un arbre, comme ça, une forme géométrique qui monte. Et chaque sphère peut aussi représenter des mondes. Par exemple, en bas, on va avoir Malkout, qui est la Terre. On va avoir Yesod, qui va être la Lune, etc. On va retrouver Mars, Jupiter, Saturne, les fameuses 7 planètes des anciens. Et puis, tout en haut, on a la dernière, qui est Keter, qui veut dire le Père, qui, pour moi, j'appelle toujours ça le pseudo-paradis, parce que l'arbre est beaucoup plus vaste que ce qu'on voit juste là. Il est multidimensionnel, ça veut dire qu'il se déploie encore au-delà. Et l'idée, c'est de dire, dans notre évolution, dans notre parcours de vie, je pars d'en bas, de Malkout, de la Terre, et j'évolue dans l'arbre, je monte, je grandis, j'apprends des choses pour atteindre un objectif. Mais on sait que finalement, dans la vie, tout n'est pas dans l'élévation. Il y a des hauts, des bas, des fois où on a un deuil, des fois on perd un travail, une rupture amoureuse. Et donc, la vie, c'est comme un électrocardiogramme, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas. Et l'arbre de vie, du coup, on va pouvoir parfois s'élever, mais des fois, on va involuer aussi. Et on va se retrouver dans une forme de cheminement comme ça sur l'arbre de vie. Et sur chaque sentier se trouve un arcane du tarot. Et souvent, alors quand on va bien, on se pose jamais la question, mais c'est souvent quand on va pas bien et qu'on se dit, mais pourquoi je rencontre encore telle situation? Qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter ça? Je comprends pas. J'ai tout bien fait, j'ai pris toutes mes précautions, j'ai fait ce qu'il fallait, pourquoi ça m'arrive à moi? Et donc du coup, là, l'idée, c'est d'aller utiliser justement cet arbre de vie. On va tirer une ou deux cartes et on va regarder la carte où elle se situe sur l'arbre de vie, pour aller chercher des explications, parce que chaque sphère, chaque séphira a une signification particulière, chaque sentier a une signification particulière, et du coup, en tirant une carte, et le tarot on est dans cette connexion à nous en tant qu'esprit, ce fameux soi supérieur, qui va nous guider à choisir une carte, eh bien, on va pouvoir se positionner sur un sentier et comprendre pourquoi est-ce que l'on vit ça, pourquoi est-ce qu'on traverse cette situation, en sachant d'où on vient, de la séphira d'où on part, et où on va avec la séphira sur laquelle on est orienté dans la direction. Quand on vous présente et on dit « Ah, Nathalie Mendes, la tarologue », j'ai l'impression que c'est assez réducteur quand même. Peut-être. Parce que vous avez tous ces outils à votre disposition. Oui. Ça veut dire quoi? Il y a un outil maître qui est le tarot, et puis il y a des satellites autour. C'est exactement ça. Ah c'est ouais exactement ça, Marc. En fait, pour moi, je le disais tout à l'heure, le message est important, tout le reste, ce sont des outils. Chacun trouve son propre outil. Moi, ça fait 30 ans que le tarot, c'est avec lui que j'ai une vraie connexion et que je travaille. Mais ça veut pas dire qu'à travers le tarot, je suis pas connectée à l'alchimie, je suis pas connectée. D'ailleurs, il y a des messages alchimiques dans le tarot. Je vois le diable, là, dans certaines versions de tarot. Celui-là, par exemple, d'Oswald Wirth, où on a les fameux 2 grands principes alchimiques qui sont carrément tatoués sur ses bras, qui nous disent solve et coagula. Solve et coagula, ça veut dire quoi? Solve, c'est dissoudre, c'est le dissolvant, et coagula, c'est recoaguler. Donc, il nous invite à dissoudre et à recoaguler quelque chose. On est dans cette transformation intérieure de transformer le plomb en or, en aor alchimique, en lumière. Et donc, ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui, si on remet ça dans notre monde contemporain, transformer le plomb en or? C'est simplement d'aller travailler sur ce qui nous plombe aujourd'hui dans notre vie, c'est-à-dire nos peurs, nos doutes, nos croyances limitantes, et les transmuter en or, c'est-à-dire en force, en qualité, en quelque chose de plus lumineux. Alors, on peut pas se changer intérieurement. On dit toujours, oui, mais il a changé, il a évolué, il est plus même. Non, la nature profonde de l'être tel que l'on vient au monde reste toujours la même. On peut transmuter certaines choses, et encore heureusement, mais les racines même de notre personnalité sont toujours ancrées en nous. Et du coup, par exemple, quelqu'un qui a tendance à être en colère,
c'est quelqu'un qui est souvent en colère pour X raisons, quoi qu'il se passe. C'est ancré dans ses gènes. Il a beau faire des thérapies, il aura un peu de mal à se débarrasser de ça. Mais cette force vive, cette énergie un peu martienne de feu là qui l'amène dans cet état de colère, eh bien, il ne peut pas s'en débarrasser, mais il peut transmuter la polarité de cette énergie en une énergie positive, donc transmuter le plomb, ce qui le plombe en or, c'est-à-dire que cette colère peut devenir un feu intérieur de type motivation, courage, volonté, etc., etc. Donc, il va garder cette énergie de feu, mais il aura transmuté finalement l'objectif. Et c'est ça, changer le plomb en or. Mais c'est ça, tout le travail de pédagogie et d'enseignement que vous pouvez proposer. Parce que vous avez décrit cette fameuse carte, et entre la lecture de la carte que vous avez comme ça au premier plan, et l'analyse qui est ensuite derrière, avec ce que vous allez délivrer à la personne qui vous consulte, je veux dire, il faut avoir cet automatisme-là, quoi. Ça s'apprend. Ouais, parce que entre ce que vous délivrez et ce que vous avez lu, il y a un monde. Hein. Bien sûr. Il y a 30 ans d'expérience. Non, mais c'est ça qu'on ressent chez vous tout de suite. Ouais. C'est de se dire, l'interprétation de la carte, c'est une chose. Mais l'analyse pour en arriver à délivrer l'information à la personne qui vous consulte. Mais c'est toute une question de pratique aussi. C'est une question de reconnexion, justement, dans la carte, qu'est-ce qui me parle le plus? Est-ce que c'est l'astrologie? Est-ce que c'est la numérologie? Est-ce que c'est l'alchimie? Quand on regarde une carte, on a toujours l'œil qui est attiré plus par un élément qu'un autre. Et du coup, on va se poser des questions. Si je prends l'arcane de l'empereur, de nouveau, est-ce que c'est plutôt le compas et l'équerre qu'il a dans le casque que l'on voit ici qui va m'attirer? Et donc, du coup, je suis plus dans une représentation de symboles franc-maçonniques et je vais aller travailler ça. Est-ce que c'est plutôt la pierre qu'il a au niveau du cœur? Et donc, je vais parler des chakras, des choses comme ça, au niveau du chakra du cœur qui s'ouvre. Est-ce que c'est plutôt les couleurs, en étant dans une couleur particulière? Est-ce que c'est l'aigle? Est-ce que ceci? Est-ce que c'est la numérologie? Il y a vraiment une interpellation qui vient et c'est ça que je vais aller interpréter à ce moment-là. C'est pour ça que quand je vais prendre cette carte-là et qu'aujourd'hui, à l'instant T, je vais vous donner un message, demain, le message que je peux avoir avec la même carte ne sera pas forcément le même. C'est là où parfois il y a confusion et on se dit, ouais, alors, en fait, les cartes ont dit n'importe quoi. Or non. Or non, pas du tout. C'est juste que comme moi, je suis connectée quelque part à ces définitions des différentes sciences, ces arts que véhicule le tarot, je vais aujourd'hui être plus attirée par le côté franc-maçonnique ou le côté alchimique d'une carte, et demain, je serai plus attirée par le côté astrologique de la carte. Par exemple, on voit sur le Rider-Waite, sur le trône de cet empereur, il y a deux grandes têtes de bélier sur le trône. Peut-être que c'est plutôt ça qui va m'attirer. Et de me dire, ah ben oui, l'astrologie, le bélier, c'est un signe de quelqu'un qui est volontaire, fonceur, qui en veut, qui va de l'avant. C'est un peu un leader, quoi, quelqu'un qui a la tête, qui fonce la tête, la première. Et ben, c'est ces caractéristiques-là que je vais vous énoncer dans une consultation quand je vais tirer la carte de l'empereur, par exemple. Un exemple. Oui, le mat. Alors, le mat, j'avais énoncé cette carte-là parce que c'est un petit peu la carte qui me représente dans cette quête initiatique qu'on retrouve dans le tarot. J'allais vous poser une question stupide. C'est une bonne. Il n'y a pas de question stupide. C'est une bonne ou une mauvaise carte? Elles sont toutes bonnes. Mais voilà, c'est pour ça que c'est une question stupide. Elles sont toutes bonnes et j'irais même, elles sont toutes mauvaises aussi. Ouais. Tout est double en fait. C'est comme nous, on a deux polarités en nous, féminine, masculine, du yin, du yang. Et les arcanes n'échappent pas à la règle. Il y a un côté, entre guillemets, alors je dis positif, négatif pour simplifier, pour comprendre. C'est pas vrai, c'est pas aussi simple que ça, mais l'idée est là. Et quand on tire cette carte-là, c'est le mat, on l'appelle aussi le fou dans le Rider-Waite. C'est une carte qui est assez spéciale parce qu'elle n'a pas de numéro. Exact. C'est la seule qui ne porte pas de numéro. Elle porte qu'un nom. Parce que c'est un petit peu comme le joker dans les cartes à jouer traditionnelles. Lui, c'est le pèlerin qui va aller faire le chemin de Compostelle. C'est nous, une représentation de nous dans notre quête initiatique. C'est celui qui va à la recherche, c'est le fameux héros du feuilleton dont je parlais tout à l'heure, qui va passer de l'âme en l'âme pour apprendre certaines choses. Et là, en l'occurrence, il est à la fois au début d'une quête et à la fin d'une quête. Il vient de terminer quelque chose, un cycle
un tour des 21 lames majeures restantes, donc un tour de rota, comme on dit, hein, justement, le rota, le tarot. Donc, en plus, comment ça s'appelle on a tendance aussi, en lien avec l'Égypte, de parler de rota, parce que on parle de voie royale par rapport à cette terminologie-là. Et donc, le tarot, lui, va nous amener sur, justement, une voie royale pour comprendre qui on est. Et le mat, il est une sorte de chercheur de vérité, chercheur de connaissances. Il s'appuie sur un bâton qui représente son intuition pour avancer. Il est poussé par un chien qui va représenter notre part animale, c'est-à-dire notre instinct. Mais qui le blesse. Mais qui le blesse, et encore, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il s'est pas fait ces bleus-là en tombant un petit peu avant, et que lui, il est juste là pour lui dire... Et comment vous l'interprétez, alors, pour le coup, vous? Moi, je suis plus sur cette optique-là, c'est que il est déjà blessé, parce que la vie fait mal, en fait. La vie, c'est pas simple, quoi. La vie, elle est rude, et elle blesse, elle peut, là, déchirer, les vêtements sont déchirés, là, les fesses, ça a l'air clairement, quoi. Donc, mais il y a toujours une part d'instinct en nous que, malgré quand on est au plus bas, il y a un instinct qui nous aide à remonter la pente et nous dit, allez, vas-y, reprends-toi, avance, continue ta route. Et c'est cette part d'instinct animal qui est là, toujours présent, qui va nous aider à nous sortir de cette difficulté et de repartir à l'inconnu, parce que là, on sait pas trop où on voit pas ce qu'il y a devant, on devine pas s'il est en pleine forêt, on devine pas s'il est en ville, on sait pas trop ce qu'il y a comme décor dans cette carte-là. Donc, il va vraiment une sorte vers un voyage de découverte vers d'autres choses. Et pourtant, il a un certain vécu, parce qu'il a une sorte de baluchon, de bagage, où il a déjà certains objets ou certains souvenirs qu'on pourrait dire qu'il transporte avec lui. Et il voyage tellement léger parce que, en fait, il ne s'attache pas à des biens matériels. Il n'a pas de possession matérielle. Il vit simplement quelque part avec ses souvenirs, ses compétences dans ce petit baluchon qu'il y a ici. Et cet arcane-là, le mat, on le compare aussi souvent à Saint-Roch. Saint-Roch, si vous prenez une image de Saint-Roch, vous allez chercher sur Google quand vous avez 2 minutes, vous allez voir, il y a une représentation d'un personnage, d'un pèlerin, qui tient aussi une canne, qui est un peu défroqué, comme on dit, qui a le pantalon déchiré, il se promène avec un chien, etc. Et il y a toute une légende, je vais pas spoiler, je vous laisserai découvrir, soyez curieux, voilà, allez éveiller votre conscience par rapport à ça, et découvrir qui est Saint-Roch, et vous allez comprendre un peu mieux le message que véhicule cet arcane quand on comprend la légende de Saint-Roch. Et quand on associe cette carte à une autre carte à côté, il y a évidemment une signification particulière. Bien sûr, bien sûr. C'est comme si je démarre, par exemple, pour décrire une voiture. Si je dis voiture, ok, j'ai une voiture, mais à ce moment-là, le nombre de voitures est illimité. Si je dis voiture rouge, l'entonnoir se resserre. Si je dis voiture rouge, je sais pas, 4x4 ou SUV, encore l'entonnoir se resserre. Et les arcanes majeures, plus on va associer des cartes, plus l'entonnoir de la compréhension va s'affiner, va se préciser, en fait, par rapport à la compréhension des symboles alchimiques qui sont présents. Quand on regarde une carte, tout est analysable, de la couleur à la tenue, en passant par le fait qu'il ait des petits gling-gling là autour du cou, tout ça le nombre de grelots autour de la ceinture, le fait qu'il y a une petite échelle qui est cachée dans le pli du baluchon qu'on voit en plein milieu, là, une espèce d'échelle qui est là, le fait que il a une posture bizarre, vous avez remarqué un peu là comment il tient son espèce de baluchon, de la manière, c'est surtout pas logique. Qui c'est qui marche comme ça, je sais pas. Donc ça a une signification aussi. Le fait qu'il y a une petite cuillère, finalement, sur le bâton, ça a une importance. J'ai pas vu la cuillère. Là, à l'arrière du baluchon, derrière, là où il y a, après le nœud du sac, à la exactement, fin, ça fait comme une cuillère, exact. Donc, il y a tout ça, en fait, tout a un sens, quoi. Tout est, le fait qu'il regarde vers le haut, comme ça aussi, ça a une importance. Quand on regarde la carte, on comprend pas ce qu'il regarde. Non. Mais quand on décode les mystères et les clés du tarot, on passe par ce qu'on appelle les septénaires. Et quand on travaille avec les septénaires, on va placer ce pèlerin qui va faire sa quête initiatique à travers les 3 septénaires. Et si on prolonge le regard du mat ou le bâton de l'intuition qui lui dit « il faut aller par là », si on continue quelque part comme si on voulait tracer une ligne droite, on va arriver sur une carte en particulier qui est la carte de l'étoile, la numéro 17. Et l'étoile est une représentation d'Isis à travers l'étoile centrale, qui est une étoile double, qui est Sirius. Sirius, qui était connu des Dogons, le fameux peuple Dogon au Mali. Magnifique.
qui est aussi le nom, Sirius, c'est aussi le nom qu'on donnait à Isis. Il faut savoir que quand moi je parle d'Isis, je parle pas forcément de la déesse égyptienne, je parle de l'énergie, je parle de l'entité Isis, de cette force, de cette allégorie de la vie, de notre vie en général, quoi, et de cette énergie qui va venir faire incarner la vie dans la matière, nous ramener dans la matière. Et on va la décliner comme ça. Donc, je parlais justement le fait qu'il regarde vers l'étoile. Ça veut dire qu'il regarde vers Isis. Aller chercher le message d'Isis. Aller comprendre ce qu'Isis essaye de nous enseigner. Vous savez que quand tout le monde a déjà vu un jeu de tarot et tout le monde a déjà vu effectivement les dessins qui ont été faits. Et quand on voit, alors on n'est pas sur de la 3D, hein, c'est clair. On n'est pas sur de la bonne perspective non plus. Non, du tout. C'est plutôt assez grossièrement dessiné. Oui. Alors on peut se dire deux choses. Quand on est néophyte total, on peut se dire, il savait pas faire. C'est un peu réducteur, mais on peut. Ou c'est très volontairement fait, de telle sorte que l'interprétation soit évidemment beaucoup plus large. Pas forcément. Il faut dire qu'en fait, au début, quand on imprimait les jeux de cartes, c'était vraiment fait... on allait creuser des moules en bois, de poiriers, des choses comme ça. Ça partait un peu sur le principe du tampon. Il y avait vraiment beaucoup de travail et du coup, aucune précision. Aujourd'hui, on sort un jeu, tout est fait numériquement, voilà, donc la précision est beaucoup plus... Mais pourtant, on continue à avoir du dessin comme ça, un peu léger, quoi. Il y en a sur certains où vraiment, là encore, il est encore bien dessiné, mais il y a d'autres anciens tarots, comme des Dodal, des païens, des choses comme ça, qui sont beaucoup moins nets. On dirait parfois même, que c'est des dessins d'enfants. Il y a des dépassements de coloriage, des traits qui sont pas finis, mais ça a son charme, en fait. Et encore une fois, c'est simplement pour nous dire que quelque part, la représentation iconographique n'a pas d'importance. C'est le message qui est important. Oui, mais quand vous allez regarder, bien entendu, mais quand vous décrivez cette carte, vous dites, regardez, il le tient pas naturellement, le bâton avec le baluchon, il est pas mis du bon côté, personne ne tient le truc comme ça. Alors, est-ce que c'est volontaire? Ou est-ce que c'est parce que, à l'époque, on dessinait comme ça un peu à la main levée, quoi? Non, c'est volontaire parce que quand on va regarder sur d'autres cartes, on voit que les postures, etc., sont les mêmes. Sont bien posées. Quand on voit, par exemple, l'arcane sans nom, la lame numéro 13, on voit qu'il tient plus ou moins correctement sa faux. L'empereur, il tient bien son sceptre. Le diable aussi, il tient bien son flambeau, etc. Ils ont des postures qui sont normales. Là, volontairement, on nous met une posture anormale. Donc, il y a un message. En fait, tout ce qui interpelle, c'est fait pour interpeller. Et dès que ça interpelle, ça veut dire, il faut que je creuse. Il faut que je tire le fil de la plotte pour voir qu'est-ce qu'il y a au bout, en fait. Et comprendre ce qu'on essaye de me transmettre comme message. Alors, si on décrypte encore cette image, le fait qu'il soit blond, le fait qu'il ait un truc improbable dans les cheveux, le fait qu'il soit barbu. Oui. Tout ça aussi. Tout ça, ça a une signification. La barbe, déjà, marque. C'est un symbole de quelqu'un qui est déjà un érudit, qui a une certaine connaissance. À l'époque, au Moyen-Âge, la barbe, c'était un peu ça. Ça représentait la connaissance, etc. Là, en plus, sa barbe, elle est bleu pâle. Elle est vraiment dans une teinte bleue. Parce que la couleur bleue, elle est liée à la spiritualité dans la compréhension des lames du tarot. Donc, ça veut dire que c'est un initié, mais très spirituel. C'est pas un initié, qui est dans la matière, qui est un calculateur, etc. Donc, une personne qui tire cette carte, vous pouvez considérer, au vu du personnage qui est sur la carte, qu'il a cette dimension spirituelle. Il a cette qualité dans sa vie. Voilà, même s'il ne le sait pas ou s'il ne l'est pas actuellement, c'est une qualité intrinsèque au consultant qu'il doit pouvoir développer à un moment donné. Qu'est-ce qu'il porte dans les cheveux? Il a une espèce de casque avec des grelots, qui est un peu particulier, mais qui ressemble entre une coiffe et une couronne, qui sait pas trop. Et en fait, tout son habit est fait pour attirer l'attention. Il y a des grelots. Je pense que quand il marche, on les entend presque là, les grelots tintabinulés. Je sais plus comment. Comme dans les comptines d'enfants. Voilà, on les sent sonner. Et donc, du coup, c'est pareil, son bras droit. Oui.
Non, son bras droit, oui, en l'occurrence. Personne n'a un bras comme ça. Mais en fait, c'est comme si quelque part il jouait du coude, quoi. Voilà, il est en train de nous montrer quelque chose. C'est parce qu'il essaye de s'élever. Il est en train comme s'il devait prendre appui sur quelque chose pour se lever. C'est ça qui est extraordinaire avec Nathalie. Il y a cette notion. C'est l'analyse du truc. Quand on regarde, ça fait presque sourire. On se dit mais qui a dessiné un truc pareil? On parlait des bras, mais regardez les pieds aussi. On a l'impression presque d'un funambule qui marche sur le fil de la carte, comme s'il était en équilibre sur ce chemin dans lequel il avance. Tout est une histoire de symbole, tout est une histoire de décryptage. Et ça pourrait être un chat. Derrière, ça pourrait être un chat, certains le disent. Mais on reste quand même du côté animal, quoi. Ouais, toujours cet instinct qui vient, est toujours bleu. Donc toujours dans cet instinct très spirituel qui va venir nous amener à nous élever, à aller chercher le message. Ça veut dire que dès le départ, lui, il est en train de regarder, il sait qu'il doit aller tout là-haut sur l'arcane de l'étoile pour aller chercher le message d'Isis. Mais il est obligé de passer par toutes les cartes s'il veut pouvoir accéder, quoi. C'est un peu comme un jeu de loi. Pour arriver en haut, on est obligé de passer par les premières cases du chemin. Est-ce que une personne qui tire cette carte, on peut considérer que c'est une carte puissante? Oui, elles le sont toutes. Elles ont toutes une énergie. Évidemment, mais il n'y en a pas une plus qu'une autre. Je pense pas parce qu'elles ont toute une importance. Ce sont tous des archétypes au sens jungien. Donc tout est important en fait. Le message, quel qu'il soit, il n'y a pas un message qui est moins important qu'un autre. Donc elles ont tous une énergie. Alors il y en a qui sont plus douces, d'autres des énergies plus vibrantes, des énergies d'eau, de feu, etc., quoi. Alors on dit dans vos écrits, Nathalie, vous dites que le tarot est devenu ésotérique au XVe siècle quand il arrive en Europe. Quand on se pose cette question, enfin quand on a cette information-là, moi je me pose toujours une question. Quels que soient les supports, quels que soient les écrits, qui nous dit que ce qui a été écrit au XVe siècle, ou ce qui a voulu être écrit au XVe siècle, n'a pas été tellement interprété que ce que on en fait aujourd'hui est précisément ce qui avait été dit ou écrit au XVe siècle. Vous me suivez? Oui. C'est comme, par exemple, je prends la Bible ou je prends les écrits sacrés. Je me pose tout le temps cette question. Les gens lisent aujourd'hui, en 2024-2025, et la question, c'est est-ce que ce qui est écrit là, ce que je lis là, c'est précisément ce qui a été écrit dans les évangiles de l'époque? Puisque ça a tellement été, ça a tellement été interprété, réajusté, modifié, redessiné, recolorié, etc. Qui me dit que c'est ce qui a été fait au XVe siècle? Tout est une histoire encore une fois, de correspondance et de corrélation. Là, je parlais de toutes ces sciences, toutes ces arts, etc. Et quand on essaye de les recroiser, on voit que le message que j'ai par cette voie-là, de l'astrologie, est le même que le message que j'ai par la numérologie, est le même que le message que j'ai par les runes. Et tous ces messages, finalement, convergent, corroborent finalement le message qui doit être retranscrit à travers les lames du tarot. Il y a une sorte de validation intrinsèque à travers ces différents outils qui font qu'on sait de quoi parle le tarot. Certains tarologues disent les cartes ne mentent pas. Seule l'interprétation qu'on en a faite est peut-être mauvaise. Et encore, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation, il y a une interprétation qu'on a besoin d'avoir au moment où on tire la carte. Même pour moi, si je vais tirer une carte, peut-être qu'à ce moment-là, je vais avoir un ressenti par rapport à la carte. Je la tire 2 heures après, je vais peut-être pas du tout penser la même chose parce que son état d'esprit aussi est important. Ce fameux mindset qu'on doit avoir en tant que tarologue est important aussi et va venir justement nous aiguiller ou nous orienter dans l'interprétation des cartes. Ouais, mais ça veut dire que vous vous rendez compte? Ça veut dire que quelqu'un qui vous consulte à un instant T, 2 heures après, il peut refaire la même consultation avec les mêmes cartes et vous pouvez lui dire des choses différentes. Pas différentes, complémentaires. Complémentaires. Elles seront parce que je serai attirée par un autre symbole, par autre chose, par un autre ressenti, mais elles vont toujours rejoindre le message initial. C'est passionnant, hein.
C'est vraiment passionnant et je vais vous dire, c'est passionnant et c'est rassurant de vous savoir là, parce qu'on se dit toujours, on a tous envie d'avoir un jeu comme ça dans les mains et puis de sortir, on se fait un petit jeu comme ça entre copains, le soir, on tire une carte, etc. Mais l'interprétation de la carte, l'analyse de la carte comme vous venez de le faire là avec la présentation du mat. Il y en a d'autres qui sont très belles. Je prends juste la papesse par exemple. On va la donner, je vais la prendre avec moi. La voici, voilà. Celle-ci. Ok. La papesse, qui est une représentation justement d'Isis. Ouais. D'ailleurs, ce qui est important quand on veut apprendre la symbolique des lames, c'est que, je vous donne la deuxième, la deuxième, c'est que justement, il faut être curieux, il faut aller fouiller dans différentes versions de tarot. Sur la première, donc celle qui est plus colorée avec les teintes rouges et bleues là, dans le tarot de Kamran Jodorowsky, on voit marqué la papesse. La papesse, ça n'a pas de sens parce que c'est dans notre monde aujourd'hui, ça n'existe pas une papesse. Donc déjà, il y a un non-sens. Là, on va déjà commencer à se poser des questions. Quand on regarde le Rider-Waite, il y a marqué la grande prêtresse. Ah ben là, déjà, ça me parle plus. Il y a un côté retour aux sources, presque païen, avec la grande prêtresse. Et cette grande prêtresse, c'est le premier visage d'Isis que l'on voit dans le tarot, qui est donc sous la représentation des traits presque d'Isis Hathor, celle qui est assise sur un trône quand elle allaite son enfant Horus. Et on la voit qu'elle est placée, donc dans la carte qui est sur la droite, dans le jeu coloré, elle est sur un trône avec 2 piliers et un voile derrière elle, ce fameux voile d'Isis sur lequel on est censé lever pour découvrir les secrets. Mais quelque part, avec le livre qu'elle a sur les genoux, elle nous dit, venez apprendre. Moi, je vous donne, vous avez une certaine connaissance que je veux bien volontiers vous partager. Le livre est ouvert. Donc, c'est que n'importe qui passe à côté d'elle peut lorgner dessus et s'arrêter et apprendre des choses. Mais cette connaissance, qui est là, visible de tous, c'est une connaissance exotérique avec un X. C'est celle qui est pour les profanes. C'est ce qu'on va apprendre à l'école, dans une formation, par papa, maman, par l'expérience de la vie. C'est la connaissance que tout le monde peut avoir. Sauf que si on t'intéresse à cette carte de grande prêtresse, qui dit grande prêtresse, dit que il doit y avoir un temple pas loin pour cette grande prêtresse. Eh bien, le temple, il est derrière le voile. Et on a les 2 grandes colonnes qui nous précisent même quel est ce type de temple, puisque sur la carte de la papesse, on a un pilier blanc, un pilier noir, donc on va retrouver à nouveau cette dualité du yin, du yang, du bien, du mal. On a Boaz et Jachin qui sont les 2 piliers du temple du roi Salomon, BJ, Boaz et Jachin, à Jérusalem. Et donc, en fait, on nous dit qu'il faut rentrer dans le temple derrière le voile d'Isis, qu'il faut lever pour avoir la connaissance ésotérique. Ça veut dire que là, si on reste sur l'utilisation du tarot en voyance, en faisant des tirages sur les mots-clés que chaque carte veut dire, on a une compréhension du tarot, on sait utiliser le tarot, mais on est dans une utilisation exotérique. Alors que mon approche, c'est d'aller derrière les colonnes dans le temple pour accéder à la bibliothèque de livres comme vous avez là partout, pour toucher à tout, à l'alchimie, à la numérologie, à la kabbale, à l'alchimie, etc. Et toutes les informations qui sont derrière. Parce que je veux comprendre qui je suis, je veux comprendre où je vais, qu'est-ce que mon âme est venue faire ici. Et donc, je vais aller dans les ouvrages et l'apprentissage ésotérique. Ça veut donc dire qu'en fait, ces 2 cartes ont les mêmes symboles. Oui. Dans l'absolu. Oui. Mais avec une analyse peut-être différente. En fait, dans les grands traits de la carte, on voit que c'est une femme assise avec un document sur les jambes. Exactement. Ça, c'est la grande représentation de la carte. Et après, les différents maîtres quartiers ou illustrateurs de nos jours vont la représenter selon leur propre sensibilité, leur propre courant. C'est comme si je devais donner aujourd'hui, demander à une classe d'artistes de me faire une représentation de la Mona Lisa, et ben tout le monde va la changer, la faire de manière différente, avec des couleurs différentes, des techniques différentes. Mais ça sera toujours Mona Lisa. Mais voilà. Elle a une croix. Elle a beaucoup plus qu'une croix. Elle a une croix chrétienne. Elle a une triple lune sur la tête, qui est le symbole wiccan des 3 femmes. Ouais. On a une lune décroissante, une pleine lune et une lune croissante, qui vont représenter la femme dans ses 3 états, jeune, plus mature, la mère, et la vieille femme. Donc on a vraiment le visage des 3 femmes dans l'âge. Elle a aussi un rouleau avec marqué la Torah,
dessus, sur les jambes. Elle a la lune en bas de ses pieds qui est plus en lien avec la religion musulmane. Tout ça pour nous dire, il y a les colonnes aussi de Boaz et Jacquine qui nous ramènent à Jérusalem. Tout ça pour nous dire que, en fait, on n'est pas avec le tarot dans l'enseignement d'une religion. C'est un message universel qu'elle nous transmet, la papesse. Et c'est pour ça qu'on retrouve tous ces symboles sur cette première lame qui est la deuxième arcane du tarot, puisque la première, c'est le battleur, et qu'il faut bien commencer quelque part. Donc c'est quand on vient au monde. On le voit d'ailleurs dans les septénaires, hein, le pèlerin, il va rentrer dans la lame numéro 1, qui est le battleur, parce qu'on est dans le commencement, c'est l'alpha. Alors, j'ai pas une belle image, mais on peut évidemment sans doute se rendre compte. Alors, en fait, on voit ce fameux pèlerin, donc que j'évoquais tout à l'heure, qui va rentrer dans le premier septénaire. En fait, on va déployer le jeu des 22 lames de cette manière. On va les prendre par les numéros, et de 1 à 7, on va les placer en bas sur la première ligne. La deuxième ligne ensuite et la troisième ligne en haut. Et on va le lire donc du coup de manière du bas vers le haut, de façon graduelle, parce qu'encore une fois, le tarot est une question d'élévation. Donc on le lit dans ce sens-là. Et on va rentrer dans les 3 voies finalement de notre incarnation, les 3 voies, les 3 plans de la vie. Le premier plan en bas, par exemple, on démarre avec l'arcane 1, c'est quand on vient au monde. On est l'alpha. D'ailleurs, on le voit, le personnage, on dirait une lettre A pour nous parler de l'alpha. Et le but, c'est d'atteindre l'oméga. Tout en haut, là-bas, au bout du chemin, on voit la mandorle, le personnage dans la mandorle qui forme l'oméga, le haut. Donc, on va de l'alpha à l'oméga, du début à la fin du parcours. Et donc, avec la lame numéro 1, on nous dit qu'on vient s'incarner dans la matière, on vient au monde. Et puis, on va aller apprendre des connaissances, des enseignements, etc. On va avoir aussi l'amour de papa, de maman, les valeurs qu'ils nous transmettent, qui sont là pour nous apprendre à grandir, à savoir ce qui est bien, pas bien de faire moralement. On a l'école, on a l'enseignement de l'école qui est là pour nous apprendre aussi des connaissances plus intellectuelles. On va avoir nos premières peines de cœur, nos premiers amours qui vont se faire. Et puis à un moment donné, le petit jeune, quand il a grandi, il devient fin de l'adolescence, jeune adulte. Généralement, il veut quitter papa-maman parce que voilà, il veut avoir sa propre vie. Il prend donc sa mobilette ou sa voiture, son chariot en l'occurrence, et il s'en va, il quitte ce septénaire de la voie matérielle dans lequel il a expérimenté le corps, où il a expérimenté la matière, mais à travers des sources d'informations extérieures qui sont papa-maman, l'école, etc., etc. Et il va rentrer donc dans le deuxième septénaire qui est la voie morale ou la voie de l'âme pour se forger sa propre personnalité, pour forger son propre caractère, avoir ses propres valeurs, donner vraiment une couleur à son âme. Par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est dans le premier septénaire, quand il a expérimenté ses sens, l'enfant il va expérimenter le toucher, l'odorat, tout ça. Si dans cet apprentissage-là, dans le terme du goût, etc., papa et maman lui disent il faut manger, mange ta viande, mange tes légumes, c'est bon pour toi tout ça, mange ta viande, tu vas grandir, ça va fortifier tes muscles. Dans le deuxième septénaire, peut-être que le jeune, il va se dire, le jeune adulte, j'ai toujours mangé de la viande. Aujourd'hui, peut-être que c'est pas la meilleure solution. Peut-être que j'ai envie de devenir végétarien. Et donc, dans cette voie morale, il va remettre en question tout ce qu'il a appris dans le premier septénaire. Il va remettre en question toutes les valeurs que papa, maman lui ont appris pour prendre ses propres valeurs, ses propres croyances. Tout ce qu'il a appris à l'école aussi, il va essayer de le remettre en question parce qu'il va aller chercher de la connaissance, il va essayer d'apprendre des choses pour lui-même. Et à la sortie du septénaire, quand il y a cette grande transmutation, cette grande transformation avec l'arcane sans nom et tempérance qui nous aide à nous élever, il va rentrer dans le troisième septénaire qui est la voie spirituelle. Parce qu'on remarque bien que ces 3 voies, ce sont les voies du corps, de l'âme et de l'esprit, qui ne font qu'un en fait. Mais dans le premier septénaire, il est vraiment intrinsèquement lié avec le deuxième, parce que quand on vient au monde, c'est une âme qui s'incarne dans un corps, dans la matière. Donc on a déjà 2 éléments qui sont connectés l'un à l'autre. Mais pour être un être complet et atteindre peut-être cette bodhéité qui fait de nous des êtres très spirituels, eh bien il faut connecter non seulement l'âme et le corps, ce qui est fait quand on vient au monde, mais il va nous manquer une 3e partie de nous. D'ailleurs, Patrick Burrechtanas, il dit souvent que nous sommes composés de matière. Il nous dit que, quelque part, on vit dans l'âme matière. Et l'âme à tiers, ça veut dire qu'il y a 1 tiers d'âme, mais 2 tiers d'autre chose. Et ces 2 tiers d'autre chose, on les voit, ce sont l'âme, le corps et l'esprit.
Et pour être un être vraiment complet, la plupart d'entre nous, on vit juste l'âme et le corps, et ça suffit. Et c'est très bien, c'est un choix d'évolution dans cette incarnation. Mais l'objectif final, c'est d'allier l'âme, le corps et l'esprit. Et l'esprit, c'est ce fameux soi supérieur qui est de l'autre côté du voile d'Isis et qui nous demande de nous incarner dans des vies pour expérimenter, pour apprendre, pour découvrir, etc. Et donc, l'idée, c'est de se reconnecter à cette spiritualité, à cet esprit, pour ne faire qu'un, et comme un yin et un yang qui va venir s'emboîter parfaitement, les trois parties de notre être vont être complètement reconnectées et on sera arrivé à l'oméga. On le voit d'ailleurs avec le jugement, c'est un être bleu, tout nu. Donc, en haut à droite. Ouais, voilà. L'avant-dernière carte, c'est un être bleu qui est tout nu. Il a plus besoin de se cacher derrière un apparat. Il est bleu parce qu'il est très spirituel et il sort d'un tombeau. C'est-à-dire qu'il renaît à lui-même quelque part. Et il est appelé justement par ce soi supérieur que l'on voit. Et à la fin, il est dans la mandorle. La couronne de mandorle, c'est une couronne de laurier. Et c'est souvent définition de victoire, de réussite, d'accomplissement, une couronne de laurier. Et donc, on nous dit là, en atteignant la dernière lame, l'arcane du monde, on est dans l'accomplissement, dans la réalisation du soi. On est comme un personnage dans un œuf, ça donne une idée d'œuf aussi, un œuf philosophal où quelque part, autour de nous, on va retrouver les 4 éléments alchimiques, le taureau pour la terre, le lion pour le feu, on a l'aigle en haut à droite qui représente le signe du scorpion, donc on va le lier à l'eau. Et il y a l'ange en haut de l'autre côté, qui est le signe du Verseau, qu'on va lier à l'air. Et on a donc les 4 éléments ici qui vont donner naissance à la quintessence, au 5e élément. Et quand on a fait ce parcours, l'idée, en fait, c'est de devenir cette pierre philosophale, cette quintessence pour être un être accompli. C'est fascinant. Et là où c'est encore plus Incroyable. fascinant, je vais vous bluffer juste avec ça, c'est que là, on voit, il y a ces 4 éléments, mais qui sont animés, ils sont vivants. Ces 4 personnages, ce sont des animaux, des humains, des anges, etc. Sur la dernière carte, carte. En haut à droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on vient au monde, on a déjà tous ces outils-là. Ils sont mis sur la table du battleur. Il y a le bâton qu'il tient dans la main, c'est un bâton en bois lié à l'élément feu. Il y a des coupes, des petites coupes qui sont liées à l'élément eau. Il y a les pièces de monnaie qui sont des deniers, donc il y a avec la possession, les biens matériels, donc il y a l'alimentaire, et il y a les petits couteaux qui sont liés à l'élément air. Pardon, les deniers c'est l'élément terre, et les petits couteaux c'est l'élément air. Donc on a déjà ces 4 en nous, on a ces quatre outils, mais ils sont inanimés. Ce sont des objets. Le but du parcours, c'est d'aller nourrir ces 4 éléments pour que nous puissions être un être complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément air, c'est lié à notre plan mental, ce sont les idées, l'intellectuel, notre QI. Donc, dans notre parcours, il va falloir nourrir notre quotient intellectuel. Les coupes, l'eau, c'est le plan émotionnel. Ça veut dire qu'aussi, sur le plan émotionnel, il va falloir alimenter ça par des expériences amoureuses, des rencontres, des choses comme ça. On va travailler l'émotionnel. Sur le feu, c'est notre plan énergétique. C'est le plan électromagnétique en nous. Ça veut dire qu'il faut travailler sur cette capacité-là aussi. Et il reste la terre, c'est-à-dire le corps, ou notre corps aussi, il faut l'entretenir, il faut le soigner, etc. C'est notre véhicule. Donc, en fait, on nous amène à travailler ces 4 piliers en parallèle, comme un pied de tabouret, les 4 pieds d'un tabouret, en même temps, parce que si on nourrit plus l'un que l'autre, il y a des équilibres. On n'est plus un être équilibré. Donc, il faut travailler ces 4 éléments, ces 4 plans de notre corps, pour qu'à la fin, ces 4 éléments soient vivants et nous soyons devenus la quintessence, c'est-à-dire dans un éveil parfait, à l'image de Bouddha, qui est un être complètement éveillé. Il y a du travail. Oui. En tout cas, c'est fascinant de vous entendre. Vous êtes un livre ouvert et je trouve que et vous faites partie évidemment des personnes qui maîtrisent leur art. Effectivement, au bout de 30 ans, vous connaissez les tenants et les aboutissants et vous avez toutes les explications, enfin une grande partie des explications pour maîtriser, pour commencer à apprendre à maîtriser l'outil. Oui. Au travers donc de cet ouvrage, avec la manière dont vous allez pouvoir décoder les mystères du tarot, trouver les clés également qui vous permettront de bien l'interpréter. C'est un manuel pratique qui est fascinant aux éditions Exergue, celui de Nathalie Mendes. On pourrait en parler des heures. Hein. Ah, c'est sûr. C'est fabuleux. Surtout si vous me lancez là-dessus, moi je... Ah non, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et moi j'adore. Et
Franchement, merci de nous avoir présenté ça, qui est un éventail très très court, évidemment, de ce que vous pouvez préconiser. Mais ce qui est intéressant chez vous, c'est le côté pédagogue que vous avez. Je trouve que vous avez une manière de vulgariser le propos et d'expliquer les choses de manière très claire, très simple. C'est très gentil, merci beaucoup. C'est important. Je suis ravie de vous entendre dire ça parce que c'est vraiment mon objectif, quoi. C'est de pouvoir transmettre ce message d'Isis de façon claire à ce que tout le monde puisse le comprendre. Donc je suis vraiment touchée. Merci beaucoup. Salut Isis au passage. Je lui dirai. Merci beaucoup. Vous allez commenter. On va vous mettre les liens évidemment avec tous les réseaux sociaux pour que vous puissiez rentrer en contact avec Nathalie, bien sûr. La chaîne YouTube. Les interviews que vous faites aussi. Oui, ça c'est sur la chaîne du Talk, voilà, à côté, où je reçois des auteurs de différents ouvrages pour justement, encore une fois, parler d'alchimie, d'hermétisme, d'astrologie, de numérologie, parce que tout est important. On peut passer par la porte qu'on veut. L'important, c'est de se reconnecter à ce message. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Avec grand plaisir. Merci à vous, Marc. Merci beaucoup. Vous commentez avec bienveillance, comme toujours. Vous partagez. Et puis, on va lire tout ça très attentivement. Merci de votre attention. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.